qui va au Milouim au bout du compte? À part moi, je pense, c'est les meilleures personnes de la société. C'est les gens qui sont dans l'éducation. C'est les gens qui sont, qui sont l'élite de cette société. Et au bout du compte, c'est un prix à payer pour pas qu'il y ait beaucoup plus de morts. On se met en tant que combattant entre la famille qu'on aime. Et quand je parle de la famille, c'est ma famille personnelle. Et mon pays, ma grande famille, qui est ma nation, et le cruel ennemi qui est devant. Vous avez servi pendant plusieurs centaines de jours dans la bande de Gaza, au combat, avec des réservistes. Je voulais d'abord avec vous, peut-être ce matin, vous demander, lorsqu'on parle du souvenir, quels sont les soldats, les noms des soldats, de compagnons d'armes que vous avez connus, qui sont tombés au combat et qui vous viennent à l'esprit et que vous voulez peut-être mentionner aujourd'hui? Et j'aimerais mentionner Yotam Peled, qui était un très bon ami, et qui est avec moi en réserviste, qui était le chef de la compagnie de soutien de notre bataillon, et qui a été tué il y a l'été dernier, donc par une bombe sur le chemin, donc sur le chemin logistique en fait, qui a été tué avec Mordi, son chauffeur. C'était un très bon copain, et c'était vraiment un coup très très dur pour l'unité. On parle de quelqu'un qui était et au niveau personnel et au niveau professionnel, quelqu'un d'exceptionnel. Et Elon Weiss était un ami à moi. On a étudié ensemble en école de guide. Pendant 2 ans et demi, on était assis l'un à côté de l'autre. On discutait de politique et de la vie toute la journée. Il avait 49 ans, tankiste, 7 enfants, une petite fille. Et son tank a reçu donc un missile. Et là aussi, c'était très difficile. Il faut bien comprendre que, en fait, tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté. Par exemple, si on parle de Elon Weiss, après sa mort, j'ai compris que la directrice de l'école de ma fille était sa sœur, par exemple. Donc, tout se connecte. Et on parle de gens d'horizons totalement différentes. Et l'un religieux, l'autre pas du tout. Et l'un d'une petite localité en Judée-Saint-Marie, l'autre d'une grosse localité en plein milieu du centre du pays. On parle vraiment de gens vraiment totalement différents, mais au bout du compte, on se retrouve tous là-bas et pour combattre. Donc, si on parle de deux réservistes auxquels je pense, c'est vraiment ces deux-là. À part ça, qui sont pas réservistes, mais qui sont aussi tombés au combat, j'aimerais parler de Ren Bourris, qui est tombé le 7 octobre, et au combat, qui était le numéro 2 de l'unité de Maglan, et le neveu de ma sœur. Donc, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de génial. Et Shahar Friedman, de Jérusalem, que j'ai rencontré dans Gaza. C'était un jeune soldat, un jeune parachutiste. On s'est rencontré dans Gaza, mon unité a remplacé la sienne. Et donc, je faisais vous savez, on se remplace, donc on avait une discussion avec son chef de compagnie, et qui lui aussi a été tué ensemble. Et je suis sorti de la maison, on était, imaginez, un immeuble en plein milieu de Gaza, et je vois un petit gars en train de fumer une cigarette, un peu triste comme ça. Je me suis assis à côté de lui, il était pas à la maison depuis peut-être un mois. Et on a commencé à taper la discute, et on s'est rendu compte qu'on habitait à 300 mètres l'un de l'autre à Jérusalem. Donc on s'est donné rendez-vous dans la ligne numéro 18 après la guerre. Et 3 jours plus tard, il a été tué avec son chef de compagnie. Et donc Shahar Friedman, tous ces gens-là, je demande vraiment, essayez de chercher les noms dans Internet. Et il y a énormément d'histoires. Donc voilà. Donc si je pense aux gens que... Alors justement... Alon Weiss, Yotam Peled, vraiment des gens qui me manquent vraiment. Alors justement, effectivement, quand on se souvient des noms, on mentionne le souvenir de ces noms, une question me vient comme ça. Vous pensez que la société israélienne, qui pendant 2 ans a vécu, bien entendu, ces épreuves, cette douleur de la perte de plus de 900 soldats israéliens, aujourd'hui, c'est vrai que pendant 2 ans, on s'est beaucoup focalisé sur les otages, sur la nécessité de ramener les otages à la maison. Les otages vivants sont revenus à la maison, fort heureusement. Est-ce que vous pensez que la société israélienne doit aujourd'hui mettre sur un piédestal, on va dire, mettre en exergue le souvenir, la bravoure des soldats israéliens, que ce soit les réservistes ou que ce soit les soldats du contingent qui sont tombés et que l'on a peut-être mis de côté un peu pendant cette période parce qu'il y avait, on va dire, la nécessité d'évoquer le retour des otages? Oui,
Mais d'abord, c'est toujours très important de mettre sur un piédestal les héros d'Israël, qui au bout du compte, les gens qui sont tués au combat, c'est le prix qu'on paye pour la liberté. C'est le prix qu'on paye pour ne pas qu'il y ait beaucoup plus de tués. On a le choix en tant que juif, on a deux choix. On a ou le choix de se faire tuer vous savez, de manière comme un grossiste, par milliers, dans des pogroms horribles, comme on a vu pendant la Shoah et comme on a vu le 7 octobre. C'est la première possibilité quand on ne se défend pas. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont tuées, et ils sont tués les armes à la main. C'est les deux possibilités qui existent. Le monde utopique, dans lequel on n'essayera pas de tuer des juifs, n'existe absolument pas. Notre choix, c'est ou de combattre, et donc de payer un prix, certes important, de Yotam, de Shachar, de Chen, de Elon, de gens géniaux. En plus, on parle des gens les meilleurs qui va au Milouim au bout du compte. À part moi, je pense, c'est les meilleures personnes de la société. C'est les gens qui sont dans l'éducation. C'est les gens qui sont l'élite de cette société. Et au bout du compte, c'est un prix à payer pour pas qu'il y ait beaucoup plus de morts sans les armes en combat et de manière horrible, et pour pas qu'on se met en tant que combattant entre la famille qu'on aime. Et quand je parle de la famille, c'est ma famille personnelle et mon pays, ma grande famille qui est ma nation, et l'ennemi, et le cruel ennemi qui est devant. C'est ça le travail. Donc d'un côté, oui, il faut les mettre sur un piédestal. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que c'est le prix à payer pour la liberté. Et quand avant le 7 octobre, on faisait attention à chaque soldat qui est tué. Je me rappelle pendant la guerre du Liban, par exemple, la seconde guerre du Liban, où j'étais un simple soldat, on avait l'impression à certains moments que les pertes de soldats étaient plus graves que les pertes des civils. Quand un civil se faisait tuer par un missile, oh, ok. Et quand un soldat se faisait tuer, on arrêtait de combattre et tout, c'était la fin du monde. Non. Le travail du soldat, c'est de se mettre son corps mortel entre l'ennemi cruel et la famille qu'il aime derrière lui. C'est ça notre boulot. Et donc oui, c'est le prix à payer d'un côté. Il faut bien comprendre. Au bout du compte, et on dit en hébreu comme quoi, dans leur mort, ils nous ont obligés à régner, à faire la vie en fait. Ce qu'on veut, l'idée, c'est de vivre. On n'a pas de culte de la mort en Israël. On parle pas de shahidim, on parle pas de témoins de Dieu qui sont morts et c'est bien de mourir, c'est mauvais de mourir, c'est mal de mourir. Ces gens-là, ils voulaient vivre, on veut vivre. Mais on sait que pour pouvoir vivre, pour pouvoir protéger notre famille derrière, et quand je parle de famille, c'est dire toute la nation, on a un prix à payer. Donc c'est où le prix à payer de 4, 5 soldats, 10 soldats, 20 soldats, 900 soldats qui sont tués, ou d'avoir des 7 octobre tous les jours. C'est ça la possibilité, c'est les deux possibilités qui existent. Le monde utopique dans lequel la paix arrive et on ne veut pas nous tuer n'existe absolument pas. Donc il faut mettre sur un piédestal tout en comprenant qu'on est un pays qui doit accepter le fait que des soldats se fassent tuer à la guerre, parce que si on n'accepte pas le prix à payer que des soldats se fassent tuer à la guerre, au bout du compte, on sera tous tués de manière horrible. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, il y a ce prix à payer qui est malheureusement incontournable lorsqu'il s'agit d'une guerre contre des ennemis cruels. Maintenant, il y a un autre prix à payer, si je puis utiliser la même terminologie, bien que on ne peut pas le comparer, bien entendu, ce prix. C'est le prix que les réservistes ont payé pendant les 2 dernières années, parce que leur service militaire, leur engagement aux côtés dans les forces de Tsahal, eh bien, c'est accompagné, on va dire, d'une forme de sacrifice. C'est peut-être pas le sacrifice suprême, mais c'est une forme de sacrifice par rapport à la famille, par rapport à la profession, au travail. C'est quelque chose de tout à fait particulier à la société israélienne, n'est-ce pas, Nissim? D'abord, je pense que c'est particulier à la société israélienne. On doit agrandir le pool. On doit agrandir le réservoir qu'on a de réservistes et de combattants en Israël. Au bout du compte, il y a une partie de la population qui ne rentre pas à l'armée, qui ne fait pas le service militaire. Et je parle évidemment des ultra-orthodoxes, dont maintenant, même si je dis comme quoi tous les gens qui étudient, on peut se disputer sur ça, c'est une discussion. Même si on dit maintenant que tous les jeunes qui étudient vraiment à la yeshiva ne fassent pas le service militaire, je peux comprendre cet argument. Au bout du compte, on a des dizaines de milliers de jeunes qui ne sont pas à la yeshiva, qui ne sont pas en train d'étudier, qui ne rentrent pas à l'armée. On doit agrandir à tout prix le réservoir. Deuxième chose, on a énormément de gens qui ne sont pas ultra-orthodoxes. Pas du tout ultra-orthodoxes, et qui ont trouvé des prétextes pour ne pas rentrer dans les réserves ou pour ne pas être combattants. Il faut à tout prix aussi agrandir de ce côté-là le pool du nombre de combattants, et ça fera baisser la pression sur les gens qui y vont. Okay. Donc ça, c'est au niveau clair. La deuxième chose, au bout du compte, c'est difficile. Au niveau économique, c'est difficile. Au niveau de la famille, c'est difficile tout. Mais on sait pourquoi on le fait. Je le fais pour protéger mon pays. Et je préfère le faire que de ne pas avoir ma liberté. Ce qui me dérange le plus, c'est quand, après, en sortant de l'armée, j'entends des voix
en Israël et surtout à l'étranger, qui nous accusent de crimes de guerre, de génocide et toutes ces bêtises-là, tous ces mensonges antisémites. Au lieu d'entendre des voix contraires, des voix juives ou même non juives qui diront il faut arrêter de parler de manière antisémite, c'est ça qui me dérange. Quand j'entends par exemple en France le Cornu qui parle à l'Assemblée nationale et qui dit que la France n'a pas vendu d'armes à Tsahal pour le génocide, et donc qui implique de manière claire qu'il y a un génocide, et que j'entends pas les membres du CRIF ou d'autres membres de la communauté dire de manière claire que c'est une accusation antisémite et que le fait que le Premier ministre en France utilise des accusations antisémites, c'est quelque chose de très très grave, c'est ça qui me dérange plus. Que ce soit en France, que ce soit en Israël. Quand j'entends l'extrême gauche en Israël, par exemple, qui parle de crimes de guerre ou des génocides, etc., c'est ça qui me dérange le plus. Plus que le truc. Ce qu'on attend, c'est pas seulement de l'argent, ce qu'on attend aussi, c'est que quand on sort du service militaire, qu'on nous dit bravo. Bravo. C'est pas quelque chose de très difficile à dire. Et surtout de ne pas nous accuser d'avoir combattu une guerre pour rien. Cette guerre, on l'a pas combattue pour rien. Cette guerre, on l'a combattue pour deux raisons. Un, libérer les otages, ce qu'on a réussi. Et deux, mettre fin au Hamas. Et on n'a pas encore fini cette mission. Quand on finira cette mission de mettre fin au Hamas et que le Hamas n'est plus un danger pour Israël, peut-être on pourra tourner la page. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est un cessez-le-feu. On a un nouveau chapitre dans l'histoire, mais c'est pas du tout la fin. Eh bien, on va rester sur cet avis, sur votre position à ce niveau-là, mais en tout cas sur ce message que vous nous avez fait passer important, de souvenir à la fois des soldats du contingent, des soldats réservistes, de leur sacrifice aussi pendant ces 2 années de guerre. Merci beaucoup, Nissim Slama, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Merci de m'avoir reçu.